personnages, il faut les imaginer en train de vivre dans une même période. Une même période où vous avez un philosophe qui est près de Sajar, d'autres qui ont fondé l'académie, je pense à Platon. Platon ayant fondé son académie et ayant un peu rejeté Aristote, Aristote est l'excès, lui il a bâti le lycée. Le lycée c'est une école péripatéticienne, c'est-à-dire son philosophe en marchant, donc tous les jours ça tourne autour de l'académie. Vous imaginez comment on nargue un peu le maître en même temps, avec la foule de disciples derrière pour montrer, tu vois, j'ai fait école aussi, voyez. Et en plus, on sait très bien qu'Aristote sera aussi celui qui enseignera la philosophie à Alexandre. Donc, vous voyez, on se retrouve dans un milieu qui était assez vaste finalement, et en même temps où les personnages illustres étaient assez recentrés sur la même histoire. On a donc les stoïques, comme je disais tout à l'heure, qui eux sont sous une sorte de portique pour enseigner. Vous avez les épicuriens qui sont au fond d'un jardin. Alors là aussi c'est étrange, ils sont au fond d'un jardin, on pourra dire qu'ils ont squatté le square, hein, façon de parler. Ils ont squatté au point qu'à un moment donné, la ville leur a donné le terrain, parce qu'ils se sont bien rendus compte que de toute façon ils ne pourraient pas les faire fuir. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que Épicure justement qui disait un verre d'eau et du pain, je rivalise avec Zeus, c'est quand même celui qui s'adonnait en place publique à des ébats amoureux, qui avait intégré bien sûr les femmes hein, dans son école, alors qu'il disait qu'on devait avoir des relations sexuelles que pour se reproduire. Après c'est du luxe les enfants. Et puis en même temps c'était quelqu'un qu'on connaît comme étant boulimique, c'est-à-dire qu'il se nourrissait mais à outrance, et après bien entendu il se faisait lui-même ce qu'il fallait pour régurgiter tous ces aliments, parce que justement il allait à l'encontre de sa théorie, donc toujours torturé par ce genre de choses. C'est quand même particulier là. Mais son école eh bien, était contemporaine des stoïques. On avait donc comme ça des personnages assez particuliers, y compris notre académicien, alors Platon. Alors tout le monde connaît le nom de Platon, mais Platon en réalité c'est Aristoteles. Il y a un nom bien grec, Platon c'est un surnom. Tout ça parce qu'il avait le front plat. Il faut savoir qu'on sait qu'il a été négocié du politique avec Denis le père au départ, puis ensuite il est retourné avec Denis le jeune, qu'à chaque fois ça a mal tourné, qu'il se retrouvait vendu comme esclave, il partait presque galérien, il a été reconnu par un disciple d'une école voisine, ça on le sait, mais ce qu'on sait peu, c'est comment Socrate a eu la vision de cette rencontre particulière avec Platon. C'est intéressant parce que Platon est né pendant les fêtes d'Apollon, c'est-à-dire il est né au mois de mai. Donc c'est déjà considéré comme le philosophe qui est celui presque sacralisé par les dieux. Ensuite, on sait que sa mère avait des difficultés pour avoir l'enfant et qu'on avait demandé au père de s'abstenir d'honorer madame pendant quelque temps. Donc c'est un fils de Dieu. Vous avez compris, je ne sais pas lequel, mais en tout cas c'est un fils de Dieu pour la citer. Donc il y a déjà quelque chose d'assez merveilleux autour d'Aristoteles. Et puis surtout, quand l'enfant est né, eh bien, il s'est adonné en un premier temps à la poésie. C'était un grand poète, Platon. Il a écrit des poésies magnifiques qu'il déclamait un peu partout. Il était connu pour ça. Jeune, beau, entre guillemets, par rapport à Socrate, qui était reconnu comme étant un homme qui n'était pas très beau. Et il déclamait comme ça des vers en place publique. Et c'est Socrate qui, à la veille de la rencontre avec Platon, a fait le songe d'un cygne qui est un petit poussin, qui d'un coup devient le cygne magnifique sur ses genoux. Et le fait de voir le cygne, il faut savoir que l'emblème de la poésie dans l'Antiquité, c'était le cygne. Donc il savait qu'il allait rencontrer quelqu'un, en tout cas de déterminant, et qui serait dans la poésie. Lorsque Socrate, le lendemain, rencontre Platon, ils ont un échange, qui est l'échange d'un disciple, qui vient écouter un philosophe dont on a entendu parler un peu partout. Immédiatement, Aristoteles, donc Platon, est séduit par Socrate, et lorsqu'il écoute Socrate, il est absolument, comment dire, happé par le discours et très très enthousiaste, et suite à ça il rentre chez lui, il dit je renonce absolument à la poésie, il détruit ses carnets de poésie et il se consacre à ce moment-là à la philosophie, et complètement à la philosophie. Par contre on retrouve le cygne. Quand vous lisez le mythe de l'Amélée, c'est-à-dire le moment où on retrouve dans le Phèdre le moment de la mort, où l'âme s'élève vers le ciel, et on a dit que si l'homme avait été bon, eh bien l'âme qui arrive dans le ciel, il y a un attelage avec 2 chevaux, un cheval blanc qui représente le bien, un cheval noir, les passions, etc. Et on dit qu'il voyage comme ça dans le ciel, accompagné des dieux, pour contempler, et s'abreuver d'ailleurs, de toutes les vertus, le beau, le vrai, le juste, la tempérance et le souverain bien.
Et en contemplant les valeurs, à un moment donné, il s'approche du soleil et il retombe comme ça dans un corps et il se réincarne dans un petit enfant. Et bien au moment où il se réincarne, on a un cygne qui chante. C'est pour dire la poésie, en fin de compte, pour que l'âme, finalement, réincarne un corps en étant dans un corps bien né, si je puis dire. C'est-à-dire que le chant, entre guillemets, du poète accompagne aussi la naissance, parce que l'événement est beau. Alors, il y a l'attelage aussi, où le cheval noir est plus important que le cheval blanc, donc on ne voit pas trop les valeurs, etc. En tout cas, l'âme n'a pas le temps de les contempler suffisamment, mais il n'empêche qu'il y a tout de même la réincarnation, entre guillemets, dans un corps, et là aussi, le cygne chante, puisque c'est la naissance que l'on célèbre, pas la qualité ou la non-qualité d'une âme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand Socrate et Platon se rencontrent, on sait qu'il y a déjà l'annonce de quelque chose d'assez extraordinaire, et on sait que Platon, c'est celui qui a véritablement donné de l'envergure à la philosophie socratique, puisque Platon, c'est celui qui créera la théorie des idées. Platon, c'est celui qui parle de la réminiscence, comment se ressouvenir justement de ce qu'on a entrevu ou pas quand on a voyagé parmi les dieux. Donc c'est vraiment le philosophe, on va dire, qui va achever la pensée socratique.